Et si le Machu Picchu n'avait jamais été une simple cité? Depuis plus d'un siècle, archéologues, historiens et ingénieurs tentent de comprendre ce lieu. Et malgré tout ce temps, malgré toute cette science accumulée, le Machu Picchu résiste encore. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi. Pourquoi il est possible que nous nous soyons trompés depuis le début sur sa véritable fonction. Et pourquoi ce site continue de poser des questions que personne ne parvient à trancher. En 1911, un explorateur américain, Hiram Bingham, arrive dans les Andes péruviennes. Il ne cherche pas le Machu Picchu, il cherche Vilcabamba, la dernière capitale inca, le dernier refuge face aux conquistadors. Mais un enfant du village le guide sur un sentier étroit, escarpé, presque invisible. La jungle est dense, l'air lourd. Et soudain, au sommet, à travers la brume, des murs apparaissent. Des murs de pierre, immenses, parfaitement ajustés. Le Machu Picchu vient de réapparaître aux yeux du monde moderne. Mais dès le départ, quelque chose cloche. Bingham pense avoir trouvé une cité perdue des Incas. Il se trompe. Et cette erreur va influencer notre compréhension du site pendant des décennies. Et si, depuis 1911, on regardait le Machu Picchu avec de mauvaises lunettes? Avant d'aller plus loin, il faut poser une question simple, une question inconfortable. À quoi servait réellement le Machu Picchu? L'explication officielle est rassurante. On nous parle d'une résidence royale construite vers 1450, liée à l'empereur Pachacútec. Un lieu de retraite, un centre cérémoniel secondaire, un symbole de prestige. Mais cette version laisse trop de vide. Regarde son emplacement. Le Machu Picchu est perché à plus de 2400 mètres d'altitude, entre deux montagnes, entouré de falaises abruptes. Loin des grands axes commerciaux, loin des grandes zones agricoles. Les Incas étaient des maîtres de l'organisation territoriale. Ils ne construisaient jamais au hasard. Alors pourquoi placer une résidence royale dans un endroit aussi difficile d'accès? Les fouilles archéologiques soulèvent d'autres questions. Environ 750 individus ont été identifiés. Mais la population est étrange. Beaucoup de femmes, très peu d'enfants, presque aucune trace de vie familiale stable. Ce n'est pas une ville classique. Ce n'est pas une capitale. Ce n'est pas un centre administratif. Alors quoi? Pour avancer, il faut observer ce que les Incas maîtrisaient, mieux que presque toutes les civilisations de leur temps. La pierre. Les murs sont assemblés sans mortier, sans ciment. Pourtant, les blocs s'emboîtent avec une précision extrême. Certaines pierres pèsent plusieurs tonnes, extraites, déplacées et ajustées sans roue ni fer. Et surtout, le site se trouve dans une zone sismique très active. Pourtant, il tient encore debout. Les murs sont légèrement inclinés vers l'intérieur. Les fondations sont flexibles. Les pierres sont conçues pour bouger, vibrer, puis se remettre en place. Lors d'un séisme, le Machu Picchu ne résiste pas. Il accompagne le mouvement. Pourquoi déployer un tel niveau de savoir et de précision pour un lieu supposé secondaire? Le mystère s'épaissit encore lorsque l'on regarde vers le ciel. Les Incas n'avaient pas d'écriture alphabétique, mais ils observaient les astres avec une rigueur impressionnante. Au sommet du site se trouve l'Intihuatana, la pierre où l'on attache le soleil. Lors des solstices, son ombre disparaît presque entièrement. Ce n'est pas symbolique. C'est un instrument astronomique. Et ce n'est pas un cas isolé. Fenêtres, temples et terrasses sont alignés avec les solstices, les équinoxes et certaines constellations visibles uniquement depuis cet endroit précis. Comme si le Machu Picchu fonctionnait comme un immense calendrier sacré. Mais alors pourquoi ici? Pourquoi si haut? Pourquoi si isolé? Et surtout, pourquoi les Incas n'en ont-ils jamais parlé? Ils n'ont laissé aucun texte décrivant le site. Aucune chronique directe. Seulement des quipus,
dont la signification exacte reste débattue. Tout ce que nous croyons savoir vient de sources indirectes, des récits espagnols, des traditions orales fragmentées, des interprétations modernes. Autrement dit, nous racontons l'histoire du Machu Picchu sans la voix de ceux qui l'ont construit. Les analyses récentes révèlent autre chose. Les ossements ne montrent pas une population stable. Les individus venèrent de régions très différentes de l'Empire, la côte, l'Amazonie, les hauts plateaux. Ce n'est pas une déportation, c'est une sélection. Parmi eux, une proportion inhabituelle de jeunes femmes en bonne santé, probablement des Aklas, choisies dès l'enfance pour servir le culte du soleil. Le site est aussi organisé de manière très stricte. Des zones fermées, des passages étroits, des escaliers volontairement éprouvants. Plus on monte, plus l'espace devient symbolique, moins fonctionnel, plus sacré. C'est une architecture de progression, connue dans de nombreux lieux initiatiques à travers le monde. Le Machu Picchu est également lié aux montagnes sacrées, les Apures. À certaines dates, le soleil se lève exactement entre deux sommets. Impossible de parler de hasard. L'eau joue aussi un rôle central. Un réseau hydraulique complexe, rituel, précis. Un miroir entre le fleuve céleste, la Voie lactée, et le fleuve terrestre. Tout indique que le Machu Picchu n'était pas habité en permanence. On n'y vivait pas, on y venait. Pour des rituels précis, à des moments précis. Et un dernier détail intrigue profondément. Aucune trace de destruction espagnole. Les conquistadors ne l'ont jamais trouvé. Ou personne ne leur en a parlé. Comme si ce lieu avait été volontairement protégé. Fermé. Peut-être était-ce un centre d'initiation réservé à une élite spirituelle. Un espace entre ciel et terre. Mais faute de texte, rien n'est certain. Chaque pierre semble chargée de sens, sans jamais livrer tout son secret. Peut-être parce que le Machu Picchu n'a jamais été conçu pour être expliqué, mais vécu.